Bonjour à tous et à tous, on est ensemble pour le 10h midi. Le vendredi, c'est le club de la presse média avec Thierry Moreau. Bonjour Thierry Moreau. Journaliste, ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Vous êtes aujourd'hui producteur, Moscat Productions, et vous connaissez évidemment très bien toutes les arcanes de la télévision. Clémence Duranton, bonjour. Vous êtes journaliste média à Paris Match. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Gilles Gansman est là, évidemment, comme tous les matins. Bonjour Gilles. La question du jour. La question du jour, eh bien la question du jour, je vais en parler d'ailleurs dans mon zapping, je ne sais pas si vous avez vu, les télés américaines seraient-elles en guerre contre Trump parce qu'ils ont coupé hier soir son discours. Donc on vous pose la question, est-ce que vous trouvez normal que les télévisions américaines aient coupé le discours de Donald Trump? Vous pouvez répondre, il faut expliquer pourquoi ils l'ont coupé. Hein. Ils l'ont coupé, je vais le faire dans mon zapping. Voilà, d'accord. Oui, ils l'ont coupé parce qu'ils trouvaient qu'il donnait des fausses informations et qu'il ne voulait pas diffuser qu'il avait gagné. Voilà, et qui ne voulait pas qu'il y ait des fausses informations. Je pense que ça va faire réagir nos auditeurs. Est-ce que les chaînes américaines ont eu raison de couper le Donald Trump en plein discours? Voilà, vous pouvez réagir donc sur le Twitter de Sud Radio. Voilà, nous on va évoquer dans le club de la presse média l'affaire Darius Rochebin. On va vous réexpliquer ce qui s'est passé avec ce journaliste suisse qui est arrivé sur LCI. Une grande enquête dans un journal suisse a révélé des agissements plus que douteux d'agression sexuelle en particulier. Le journaliste a été écarté de l'antenne. On va y revenir avec vous, mais on passe tout de suite au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Et justement Valérie, on en parlait, c'est notre question du jour sur le compte Twitter de Sud Radio. Donald Trump hier a pris la parole et donc c'est un scoop Valérie sur Sud Radio. Je vais vous faire écouter ce que les Américains n'ont pas entendu. N'est-ce pas formidable? Vous allez entendre les 20 dernières secondes de son discours puisqu'en effet ABC, CBS, NBC, qui sont les 3 chaînes principales américaines, ont coupé le président car il diffusait pour ces médias des fausses informations. J'espère que les choses s'éclairciront très bientôt, mais il y a un processus juridique qui sera lancé. Je revendique certains États, lui en revendique certains également. Nous avons des revendications de victoire dans des États communs, mais nous ne pouvons pas accepter tout ça dans notre pays. Je vous remercie. À signaler que CNN est la seule chaîne à avoir diffusé le discours de Donald Trump jusqu'au bout. Hein. Fox News, qui normalement était pro-Trump, ne l'a pas diffusé. Ah si, ils ont diffusé le discours, mais ont critiqué. Oui, mais ils l'ont coupé. Oui, absolument. Et donc, évidemment, colère évidemment de Trump, mais aussi de Franck-Olivier Gisbert sur In24 News. Alors, c'était quelques heures plus tôt. Hein, il critiquait déjà le traitement que subit Trump dans les médias. Il y a le bien et il y a le mal. Donc, méchant Trump à longueur de journée. On fait pas notre boulot, je suis désolé, chère madame, on ne fait absolument pas notre travail de journaliste, un peu humble. Au lieu de transformer les journaux en torchons électoraux, expliquer tous les jours que c'est pas bien, que Trump c'est la dictature, qu'il est en train d'apporter la dictature, que c'est la ruine, etc. On peut de temps en temps donner la parole aux uns et aux autres. Et on n'a pas fait notre travail, je suis désolé, puisque à lire le New York Times, en tout cas, il était impossible de penser que Trump allait gagner. Vous en pensez quoi, Thierry Moreau? Oui. Pardon, allez-y, je vous laisse. Non, allez-y. Non, je disais que je pense que c'est une erreur en fait de couper le discours de Trump parce que quelque part ça renforce les Trumpistes, c'est-à-dire que ça renforce cette sorte de cercle vicieux qui veut que les Trumpistes expliquent qu'on censure leur leader, que les médias de masse ne sont pas de leur côté, etc., etc. Ils sont plutôt contre eux et je pense que ça renforce. Je pense qu'il vaut mieux diffuser et débunker ensuite tout ce qui a été éventuellement dit et qui est faux, plutôt que de couper en disant ce qu'il raconte est faux, donc on coupe. Voilà, ça c'est ma position. Clémence Duranton. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'en effet, on ne devrait pas le couper parce que c'est en effet renforcer ce qu'ils disent des médias de façon générale et ce que lui-même dit des médias. Donc on n'a pas besoin de ça en plus. Je pense en plus pour 20 secondes, autant terminer. Est-ce qu'on peut le laisser dire ce qu'il dit aussi à un certain nombre de choses. Là où vous avez raison, Valérie, c'est qu'effectivement jamais un président des États-Unis ne s'est exprimé de la sorte
pendant une élection de surcroît, mais même de la Maison-Blanche avec ce type de discours. Le seul problème, c'est que Trump, il fait du Trump. Et hier soir, cette nuit, il a fait du Trump. Donc voilà, il n'y a aucune surprise là-dessus. Il faut simplement prendre ce qu'il dit, parce qu'en fait, il mélange des petites anecdotes locales et des revendications globales sur l'ensemble du scrutin, ce qui fait que voilà, il faut prendre son discours, le découper, le référencer, le débunker et dire que là, il a raison, là, il a tort, et la plupart du temps, il fait beaucoup de bêtises. Ouais. Allez, Gilles, on continue le zapping. On continue et justement, il faut dire que Trump a divisé l'Amérique et divise beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a raconté Elisa Conessa, qui est la rédactrice en chef des Échos. C'était dans l'Info du Vrai sur Canal+. Ces deux Amériques qui ont toujours coexisté, en fait, elles ne se supportent plus. Il faut imaginer le degré de détestation. Moi, j'ai vu des gens s'insulter en disant « Trump, you're Trump ». Donc, Trump est devenu une insulte dans la voix de certains démocrates. Et ils s'accusent mutuellement d'être un-American, parce que l'Amérique, c'est moi, c'est pas toi. Toi, tu n'es pas un vrai Américain. C'est atteint un degré de détestation réciproque qui est difficile à imaginer. Il a du travail quand même, Joe Biden. Allez, quand même, on va essayer de faire un équilibre. Voici une critique sur Joe Biden. Son âge, c'était dans l'heure des pros. Joe Biden, il a 77 ans. À 77 ans, généralement, t'es chroniqueur sur CNews, mais t'es pas président des États-Unis. Nous sommes d'accord. Tu peux être pape. Bon. C'était un petit clin d'œil sur l'âge. Covid, enfin, hier, Olivier Véran a donc rappelé les chiffres des décès et des hospitalisations qui montent. Moi, je vous dis, Valérie, ça sent pas bon pour Noël. Et le professeur Gilles Pialou a trouvé une formule à ce sujet. Il faut oublier probablement les vacances de Noël, c'est une des possibilités. Oublier, mais pour sauver 2021. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je veux dire, j'ai des enfants. Peut-être que cette année, le Père Noël, ça sera Skype. Non, mais il faut faire passer des messages aux Français. Et c'est pas la pire des punitions. Personne n'est mort de ne pas avoir acheté une machine à laver pendant 2 mois, quoi. Ça vous dit que le Père Noël, ça soit Skype, Valérie ? Bah, écoutez, on verra ce qui va se passer. On va s'asseoir sur nos ordinateurs, nos enfants vont s'asseoir sur les claviers. On va faire des cheminées virtuelles. Voilà, exactement. Et pour finir, c'est le carton de la semaine depuis lundi, le nouveau feuilleton de TF1 à 18h45. C'est un énorme succès. Et son générique est chanté par qui, Valérie ? Je ne sais pas, Laurie, non ? Non, Maître Gims, c'est un événement et ça s'appelle Ici tout commence. On peut dédier ça à Joe Biden. Ici tout commence. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Guidé par un cœur indécis. L'impression qu'il n'y a pas de raccourci. La course est finie. Je reprends mes esprits. Et notre réalisateur qui est DJ Pierre-Yves me dit que c'est vrai qu'on dit plus Maître Gims, vous savez, il veut qu'on dise. Vous avez été étonné, Thierry Moreau et Clémence Duranton, de ces audiences, c'était un gros pari pour TF1, ce nouveau feuilleton. Allez-y. Oui. C'était un gros pari, mais en même temps, il y a quand même les fans de Demain nous appartient qui étaient déjà là et qui étaient quand même très nombreux, qui sont très fidèles encore, même si les audiences ont baissé. Donc, c'est pas si surprenant que ça. En plus, c'est un concept plus jeune, plus frais. Il y a une vraie diversité dans le casting. Moi, je trouve un beau casting, ouais, bien sûr, c'est un joli casting. C'est pas, c'est quand même pas les mêmes que dans Demain nous appartient. Il y a une différence. Il y a des nouveaux visages. Il y a plus de diversité. Enfin, moi, je trouve que c'est un joli pari. Ils ont énormément investi, donc il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, le succès peut aussi s'expliquer parce que la case était un peu en difficulté. Les bienvenus chez nous et les bienvenus à l'hôtel étaient un peu en souffrance. Et que pour le coup, c'est vraiment un problème de confinement. Parce que je pense que quand on est chez soi bloqué, on a plus envie de regarder un feuilleton quotidien avec un rendez-vous extrêmement régulier que de voir des gens qui se battent sur des hôtels où de toute façon on ne peut pas aller ou des chambres d'hôtes sur lesquelles on ne peut pas aller. Donc je trouve que l'offre programmatique pour le coup correspond mieux à l'ère du temps et donc le lancement pour le coup
est parfait avec le confinement. Ouais, absolument. Notre ami Eric Revel qui nous écoute dit Franz-Olivier Gisberg a raison, le traitement médiatique français a été terrible, France Info étant le pompon. Je cite ce que me dit Eric Revel, mais je suis assez d'accord avec lui. Il y a vraiment un différentiel entre ce que les Français ont pu dire et ressentir et ce qui se passe aux États-Unis. Je suis pas très sûr que nos auditeurs comprennent bien. On a vu le fric qui nous dit mais qui êtes-vous pour décider de qui a le droit de dire quoi? On n'a rien dit, on a juste objectivement raconté ce qui se passait aux États-Unis, que les grandes chaînes américaines ont coupé la chic, il n'y a pas d'autre mot, au président américain, et on s'est interrogé justement là-dessus. Donc s'il faut qu'on vous explique les choses plus précisément, on va le faire. On n'a pas dit que c'était bien ou pas bien, on a juste posé la question. Donc ne vous énervez pas. Allez, on se retrouve dans un petit instant et on va revenir sur l'affaire Darius Rochebin. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le club de la presse média comme tous les vendredis, avec aujourd'hui Thierry Moreau, journaliste et ancien directeur de Télé 7 jours, producteur, vous êtes producteur aujourd'hui, et Clémence Duranton, journaliste média à Paris Match. L'affaire Darius Rochebin, on en a parlé le week-end dernier à l'occasion de la publication dans le journal suisse Le Temps d'une longue enquête sur plusieurs affaires de harcèlement sexuel et de violences sexistes au sein de la RTS, c'est la radio-télévision suisse. Et parmi les personnes mises en cause, Darius Rochebin, l'ancien présentateur vedette de la chaîne, qui est arrivé sur LCI en septembre, comportement déplacé, allusions salaces et même agression sexuelle. Clémence Duranton, vous avez suivi de près cette affaire. Il faut préciser que Darius Rochebin a affirmé s'être mis en retrait de la télé pour pouvoir se défendre. Peut-être qu'LCI lui a demandé aussi de le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire assez embarrassante pour LCI? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est une affaire un peu particulière parce que les accusations n'ont pas été faites chez LCI, mais à la RTL. C'est vrai que c'est très compliqué de prendre une décision, de se dire est-ce qu'on sort de l'antenne ou pas. Il y a eu des discussions assez longues là-dessus, de se demander ce qu'ils faisaient. Donc, ils l'ont écarté pendant un temps, mais ils ne peuvent pas, eux, mettre en place autre chose que ça. Ils ne vont pas le virer à cause de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont appelé toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, de près ou de loin, pour savoir s'il y avait eu des comportements déplacés. Aucune personne n'a fait état de comportements déplacés. Donc, pour eux, là, ils attendent de voir s'il va y avoir une seconde vague. En attendant, pour l'instant, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Oui. Thierry Moreau. Alors, moi, il y a une chose qui me gêne et ce que vous venez de dire me conforte plutôt dans ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a d'abord le principe de présomption d'innocence, moi, qui est, je trouve, dans cette affaire un peu mis sur le côté. Et alors, je parle même pas de la présomption d'innocence médiatique qui, elle, alors, n'existe plus du tout et dont il est victime. Il faut quand même rappeler une chose, il n'y a pas de plainte dans ce dossier. Et moi, ce qui me gêne, c'est toujours ces enquêtes. Alors, elles sont forcément peut-être très bien faites. Aucun journaliste français n'a refait l'enquête derrière. Là, vous me dites que TF1 a appelé les gens, c'est déjà une bonne chose. Ils auraient peut-être pu se renseigner un peu avant. Ils auraient peut-être eu d'ailleurs la même réponse. Mais moi, ce qui me gêne quand même, c'est 1, pas de plainte, 2, présomption d'innocence totalement bafouée. Après, je pense que vous avez raison, il ne pouvait pas faire autre chose que de se retirer de l'antenne pour un temps, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Oui, enfin, présomption. Oui, allez-y, Clémence Duranton. Non, normalement, c'est uniquement pour quelques jours. Ils veulent que ça se tasse un peu. Darius, lui, dit qu'il est innocent. En tout cas, il a admis avoir eu des échanges qui pouvaient être un peu grivois, mais rien qui ne soit illégal selon lui. Voilà, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est dans l'enquête du Temps, il y a à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié des témoignages qui recoupent plutôt des comportements déplacés que des agressions sexuelles. Le volet agression sexuelle n'est pas la totalité de ce qu'on lui reproche. Ça, c'est non, mais quand bien même il y en aurait qu'une, ce serait quand même plutôt gênant. Et j'entends ce que vous dites sur le pas de plainte. Il faut juste rappeler ces chiffres, c'est que 10% principalement des femmes violées, seules 10% de ces femmes portent plainte. Donc la plainte est extrêmement difficile à porter. C'est ce que les gens en général racontent. Donc oui, présomption d'innocence. Maintenant, porter plainte contre une vedette comme l'est Darius Rochebin, c'est toujours extrêmement compliqué.
Tout à fait. Parce que ça, il faut remettre aussi en perspective qui est Darius Rochebin en Suisse. C'est-à-dire qu'ici, nous, on le connaît, mais pas non plus énormément. Là-bas, c'est une star. C'est le PPDA suisse, quoi. C'est le PPDA suisse. Oui, c'est le PPDA suisse. Voilà. Et puis, il faut remettre aussi autre chose. Pour moi, je connais bien la chaîne RTS pour y avoir produit des programmes et des émissions. C'est aussi quelque chose de très particulier. Il faut dire que déjà, la chaîne télévision suisse emploie presque un arrondissement de Paris. Les audiences de la télévision suisse, c'est pas des grosses audiences, mais ils sont plus de 1000 à 1500 personnes et il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas d'autres chaînes du service public. C'est l'unique chaîne de service public et donc forcément, quand vous êtes réalisateur ou animateur ou autre, vous avez un poids très important parce qu'il n'y a pas de concurrence. Si demain vous êtes viré de la TSR, vous pouvez aller nulle part. Ici, vous pouvez aller à TF1, France 2, France 3 et puis également sur les chaînes privées. Là-bas, en Suisse, c'est un monopole. Donc quand vous avez une chaîne qui est un monopole, eh bien, il y a des baronnies, il y a des directions très compliquées à la TSR et il y a des gens qui peuvent devenir rois dans une république bananière parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc c'est ce qui est sûrement arrivé dans ce... Parce que je pense qu'un des éléments qui est très intéressant dans l'enquête, c'est l'omerta. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu vraiment une omerta sur cette histoire au sein de la RTS. Encore une fois, moi, je ne sais pas si c'est avéré ou pas avéré, je n'ai pas fait l'enquête, mais le fait est que il semble qu'il y ait une omerta très très forte sur au moins tous les témoignages, et qu'une fois qu'il est parti, ces témoignages sont sortis. Donc, je pense que c'est une des raisons aussi de la complexité de ce dossier. Oui, c'est assez compliqué et il y a quand même une accumulation de témoignages qui interrogent. Hein. Donc on peut dire oui, présomption d'innocence, mais il y a quand même beaucoup de témoignages. C'est pas un témoignage, c'est plusieurs témoignages. Un auditeur nous dit des hommes, harcèlement envers de jeunes hommes. S'il y a aussi des femmes qui l'auraient plaqué contre un mur, à qui il aurait glissé une main dans un chemisier, etc. Donc oui, on peut comprendre peut-être qu'elle n'est pas forcément pu porter plainte contre ce présentateur emblématique. Donc je ne sais pas effectivement quelle suite il va y avoir, sauf si quelqu'un se décide à porter plainte. Mais c'est vrai que l'argument de pas de plainte, moi, me dérange toujours, même si effectivement c'est la justice qui doit trancher. Maintenant, mettez-vous à la place du jeune homme qui témoigne en particulier de faveurs qui lui ont été demandées en échange d'un poste ou d'une... et qui rêvait d'être journaliste. Et qui rêvait d'être journaliste. C'est vrai que ce sont des procédures très longues et très compliquées. Après, vous avez raison, Thierry, le tribunal médiatique n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et ce qui va se passer, je pense, pour prolonger un peu ce que vous dites, c'est que TF1 espère, et je pense qu'ils ont raison, ça va se tasser, il va revenir à l'antenne, et à moins qu'il y ait une vraie suite judiciaire en Suisse, il n'y aura rien d'autre. Voilà. Mais vous ne seriez pas gêné, vous, si vous étiez patron de TF1 ? Ça vous poserait pas de problème ? Alors, je pense que j'aurais fait mener une enquête par ma DRH pour essayer de voir, et apparemment, d'après ce que vous dites, elle a été faite, puisque les gens ont appelé les victimes et ont appelé les gens qui ont collaboré avec Darius Rochebin. Donc voilà, une enquête un peu sérieuse, et j'aurais maintenu à l'antenne après cette période où il a souhaité se retirer, où il a été le temps que ça se calme, et après il revient faire son émission. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut se passer sur le plan juridique. Après, peut-être qu'un journal français va faire une enquête, va sortir d'autres témoignages, d'autres histoires, et là, ça se relancera. Mais pour l'instant, l'état actuel de ce qu'on connaît... Clémence Duranton ? Oui, je pense qu'en effet, il va revenir à l'antenne très vite, ce que je disais tout à l'heure. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que TF1 a contacté également la RTS, et la RTS dit « nous n'avons eu aucune plainte ». Donc c'est vrai que quand on parlait d'omerta, là on est quand même à un niveau extrêmement élevé parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont témoigné et qui disent en plus en avoir parlé à la direction. Donc c'est un peu gênant et ça pourrait prouver que, en effet, il y a quand même eu des comportements qui sont déplacés. Sinon la RTS aurait pu assumer et dire nous on a fait une enquête et il ne s'est rien passé. Là ils font comme si de rien n'était, donc c'est quand même assez problématique. Oui, parce qu'il faut rappeler juste une chose, c'est que Le Temps c'est l'équivalent du Monde, hein. C'est pas un tabloïd. C'est
et accablante, il faut quand même le dire. Gilles, pardon. Non, moi j'étais simplement surpris et je suis d'accord avec ce que disent nos journalistes. Il faut évidemment la présomption d'innocence. Mais moi j'étais surpris qu'il n'y ait pas eu beaucoup de reprises dans les journaux français, même les journaux télé et autres. C'est quelque chose qui n'a pas eu vraiment de résonance. Beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la toile, ça a fait beaucoup de bruit. Mais j'ai pas trouvé que beaucoup de gens en avaient parlé. Si, toute la presse. Il y a eu un papier dans le JDD, dans le Figaro. Il y a eu des reprises. Est-ce qu'il y a eu des. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez traité ou pas dans Paris Match ? Non, on l'a pas traité. Après, c'est vrai que Darius Rochebin n'est pas aussi star ici qu'il est là-bas. Donc, et on va pas refaire l'enquête qui a été faite par Le Temps. Je pense que voilà, eux, ils ont c'est un joli coup s'ils ont réussi à sortir ça. Et puis, je trouve que c'est bien pour les victimes et que ça leur permettra de s'exprimer si possible, si elles en ont envie. Après, voilà, on va pas refaire l'enquête. Hein. Donc, s'il y a des nouveaux éléments, pourquoi pas se pencher dessus. Mais là, en l'état, ils ont quand même sorti énormément de choses. Hein. Ouais, et puis en ce qui concerne TF1, c'est vrai que c'est un acteur très puissant du paysage audiovisuel français. Je pense que pas mal de journaux, la presse télé travaillent avec TF1, donc c'est aussi compliqué d'emboîter le pas sans avoir fait une enquête supplémentaire ou sans rajouter des éléments. Oui, absolument. Bon, à suivre, comme on dit, on verra effectivement s'il revient à l'antenne. Quand il revient à l'antenne, ce sera à voir avec la décision de TF1 qui a quand même, à mon avis, doit être quand même un petit peu ennuyé. Ils ont eu moins de difficultés à écarter les gens de valeurs actuelles. En termes de communication, c'est vrai que c'est très très compliqué à gérer. Encore une fois, comme vous disiez, ça s'est passé en Suisse et pas en France, donc ils sont obligés de gérer un truc qui s'est passé ailleurs avant. C'est très très compliqué en termes de communication. C'est complexe. Oui, mais faire travailler quelqu'un qui est connu comme un prédateur sexuel, c'est quand même un petit peu gênant. Mais il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de jugement, Valérie. Oui. Non, mais tant qu'il n'y a pas de plainte, je suis d'accord avec vous. C'est toute la complexité de cette affaire. Pas de témoignage jusqu'à l'enquête du temps. Pas de jugement et pas de témoignage jusqu'à l'enquête du temps. Absolument. On va passer peut-être à vos coups de gueule, vos coups de cœur, ce qui a retenu votre attention cette semaine. Clémence Duranton, vous, c'était un coup de gueule. Oui, enfin un coup de gueule, un gentil coup de gueule. C'est vrai que moi j'aimerais bien parler de 10%, cette dernière saison qui ne sera peut-être pas la dernière, on ne sait pas, mais que j'ai trouvé bien en dessous des autres. Je trouve qu'il y a certains épisodes comme celui avec Sigourney Weaver qui sont extrêmement bien. Il y en a d'autres qui sont quand même bien en dessous de ce qu'il y a eu. On tombe dans un truc extrêmement larmoyant, où les personnalités sont bien moins mises en avant qu'avant, ce qui fait qu'on est incapable de se rappeler de qui était la star de l'épisode qu'on vient de voir, et c'est quand même un peu dommage parce que c'est quand même l'essence même de ça, et c'est ce qui a amené la légèreté, parce que mine de rien, au sein d'ASK, ce qui se passe depuis le début n'était pas très drôle, il leur arrive plein de galères, et avoir ce côté star, ramener quelque chose qui était plus léger. Et là, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Donc, je trouve ça dommage. Et en plus de ça, il y a tous les problèmes de soupe interne qu'il y a eu autour de cette saison. Est-ce que c'est la dernière ? Est-ce que c'est pas la dernière ? Il manque cruellement de moyens aussi pour faire cette série, faut le dire. Vous êtes dur. Encore, vous êtes dur de dire ça quand même. Non, mais ils le font bien, mais ils le disent eux-mêmes. Ils ont un vrai problème de moyens, c'est-à-dire que, au final, en termes de bénéfices, ils gagnent autant d'argent que s'ils faisaient un unitaire pour France 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est-à-dire que vous êtes sûr de ça ? Oui, bien sûr. J'en ai discuté avec les producteurs. J'ai fait un papier là-dessus. Donc, ils me l'ont dit. Ils ont un vrai problème de moyens. Ils ont alerté, effectivement, eux, pour avoir plus. Mais c'est vrai que le service public, c'est logique. C'est des budgets qui sont bloqués. Et d'ailleurs, les personnalités ont toutes le même cachet. Donc, Sigourney Weaver avait le même cachet que Sandrine Kiberlin ou Charlotte Gainsbourg. Ils l'acceptent, ils le savent. Ils sont tous payés pareil. Oui, après c'est assez prestigieux pour eux, je pense, de tourner, c'est ce que nous avait dit, j'allais dire Mathias, ce que nous avait dit, j'ai oublié son nom. De Montalembert. Oui, c'est de Montalembert, qu'il y avait beaucoup de demandes pour jouer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Thierry Moreau, vous l'avez regardé, suivi cette série ? Moi, j'ai pas été déçu, mais c'est vrai que dans l'histoire des séries, il y a toujours, en général, saison 1, c'est bien, saison 2, ça grimpe, saison 3, ça
s'affaiblit un peu. Et saison 4, c'est toujours un peu plus bas. Et sur les séries américaines de longue durée, ça repart après parce qu'en général, ils renouvellent un peu les scénarios. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'économie des séries, vous avez raison, est très compliquée. Et on n'en est plus aux séries où les stars des séries pouvaient toucher jusqu'à 500 000 € par épisode. Ça, c'est terminé. Donc je pense aussi que l'économie actuelle de la production française est tendue, et elle est encore plus tendue d'ailleurs avec les mesures sanitaires en ce moment, et donc je pense qu'effectivement c'est peut-être après sur la communication ou pas une saison supplémentaire, je pense qu'ils ont plutôt bien joué le truc, parce que comme il y a une certaine envie, tout le monde se pose des questions, est-ce que ça va revenir? Évidemment que ça va revenir, sans doute sous forme d'un unitaire, et puis voilà, il n'y a plus de suspense parce que comme ça marche plutôt bien, le service public aurait tort de se passer de cette série. Oui. Thierry Moreau, vous avez, vous, un coup de gueule, un coup de cœur? Oui, j'avais un coup de cœur sur Ça peut vous arriver, parce que vous savez que maintenant, la mode entre les groupes qui ont à la fois des chaînes de télévision et des radios, c'est de faire un peu le crossover et d'avoir des émissions de radio qui sont à la télévision. Ça a commencé sur RMC avec Bourdin au milieu des années 2000. C'était pour l'instant de la radio filmée, et avec Ça peut vous arriver, je trouve que Julien Courbet retrouve un petit peu... sur M6, hein. Oui. Qui est sur M6, absolument, le matin. Ça commence plutôt à la radio et ça se termine plus tard à la télévision, en fait. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce que, pour le coup, ça devient une vraie émission de télé. C'est pas seulement filmé. Il y a un plateau sur M6, il y a une régie où travaillent les enquêteurs à RTL. Il y a même des gens sur le terrain avec une caméra pour aller essayer de traquer les entrepreneurs indélicats. Et puis, Julien, on voit qu'il est très à l'aise. Il retrouve ses chaussons sans aucun doute. Il se met à genoux pour demander à quelqu'un de bien vouloir payer le sait client faire, fouet, voilà, il fait très bien le job, et je pense que c'est mine de rien une petite révolution dans le transfert de ce que peut être de la radio à la télé. Ouais, et puis ça risque de mettre à mal la quotidienne qui est également en même temps sur France 5 et les audiences, Thierry, vous les avez vues, ça fonctionne? Ouais, les audiences sont en individu 4+, c'est à peu près un tout petit peu au-dessus de ce que faisait le feuilleton. En revanche, en cible publicitaire, c'est beaucoup plus bas. Et moi, je pense que ça va grimper tranquillement. Et puis, comme c'est un programme qui coûte zéro, enfin, en tout cas pas grand-chose, je pense que M6 a tout intérêt à persévérer et à garder ce programme sur la longueur, parce qu'après, au final, ce sera jackpot si ça fonctionne. Voilà. Et moi, mon coup de gueule, Valérie, c'est quelque chose qui a été remarqué par plusieurs gens sur Twitter. Il faut savoir que depuis septembre, depuis la rentrée sur France 2, eh bien, lors de la météo, il n'y a plus écrit les saints. Il y a écrit le prénom Rémi, Martin ou François, mais plus Saint-Rémy, Saint-François ou Saint-Martin. TF1 continue à mettre le mot saint, et donc beaucoup d'internautes se demandent si c'est pas pour appuyer la laïcité, et pourquoi dans un pays entre guillemets religieux comme la France, où on fête les saints, religieux, on n'est pas... Oui. Que les saints sont un symbole dans le calendrier, pourquoi France Télévisions a enlevé le petit ST ou le SANINT qui était là avant. Et ça date de quand? Dans d'autres éditions. Ça date apparemment de... Alors c'est pas moi qui livre cette information, hein. J'ai lu tout ça sur Twitter avec des gens qui contestaient en disant voilà, encore une fois on recule devant plusieurs choses. Évidemment, il y a des amalgames qui sont faits sur Twitter. Donc j'ai vu passer l'info sur Twitter, donc c'est ni mon coup de gueule ni mon coup de cœur, mais en tout cas, c'est une alerte de voir si en effet France Télévisions a enlevé ça. Oui, je demande à Thierry Moreau et Clémence Duranton, vous l'aviez remarqué, ça? Alors, je n'avais pas remarqué. Pas remarqué. Vous l'expliquez après, comment? je me demande si, allez-y. Non, allez-y. Je me demande si finalement c'est pas plutôt une bonne chose, dans la mesure où on est dans une république laïque, le service public de la télévision qui améliorerait un peu sa laïcité. Est-ce que finalement la chose qui est pas anormale, c'est la retransmission de la messe le dimanche matin? Bon, je pose la question. C'est une des plus vieilles émissions de télévision française et à mon avis, elle n'est pas du tout menacée. Mais est-ce que le service public a pour vocation même si derrière il y a des émissions... Oui, il y a des émissions religieuses de toute obédience, protestante, etc. Donc, il n'y a pas de souci sur la... Enlevons pas que aussi, enlevons les autres émissions, faisons plus une spéciale Noël. Noël, c'est une fête religieuse. Donc, enlevons les émissions de Noël, enlevons les habillages de Noël, mais enfin, Thierry, une fête religieuse. Ah bah oui, mais c'est la base. Vous voulez que je vous dise d'où vient Noël? Je suis choqué par les saints. Ah mais oui, je suis choqué. Ouais. Non, Clémence, vous l'aviez remarqué? Ça, je pourrais être choqué par les saints.
Ouais. Clémence, non plus, vous ne l'aviez pas vu. Non, moi j'avais pas vu. Moi je pense qu'en fait la chose à faire c'est surtout de leur poser la question, savoir pourquoi ils l'ont fait, à partir de quel moment ils l'ont fait et pourquoi. Enfin, on connaît pas la raison. Eh bien l'enquête, on va lancer l'enquête. Vos conseils pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder, Clémence? Alors, le 12 novembre, TMC diffuse le documentaire des frères Naudet qui avait été fait sur les attentats du 13 novembre. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les frères Naudet, c'est des survivants du 11 septembre. Du 11 septembre, oui. Exactement. Et donc, ils ont cette vision de survivants, de rescapés, et qui est très bien retransmise dans ce documentaire qui est assez incroyable. Et pour les gens qui n'ont pas Netflix, qui n'avaient pas pu le voir, c'est l'occasion de le voir à la télévision. Oui, d'accord. Mais c'est donc ce sera diffusé le 12 novembre, hein, c'est ça? Le 12, il le passe le 12. Je ne sais pas pourquoi, mais il le passe le 12. Voilà. Parce qu'on célèbre les 5 ans. On célèbre aussi les 5 ans de la tête du Bataclan. Ils auraient pu le mettre le 13, absolument. Effectivement. Autre enquête. RMC diffuse également. Thierry Moreau, vous avez un conseil? Mon coup de cœur, c'est 6 à la maison, qui est cette émission éphémère pour l'instant, en deuxième partie de soirée sur France 2, avec Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, qui font en fait une émission culturelle quotidienne. Et je me dis que c'est plutôt pas mal d'avoir fait Vous avez du mal à vous endormir, Thierry Moreau? Vous cherchez des choses pour vous endormir le soir? Vous dites la camomille, ça ne marche plus. Je mets France 2, c'est pour ça? Vous savez très bien que si on dit on va faire une émission culturelle quotidienne, tout le monde va dire oh là là, la culture, ça va être embêté en deuxième partie de soirée. Puis mine de rien, c'est une émission culturelle. Alors l'audience, elle n'est pas très importante et elle est surtout très fonction de ce qu'il y a avant. C'est-à-dire quand il y a par exemple 10% qui fonctionnent plutôt pas mal, derrière il y a 1 million de téléspectateurs qui suivent cette émission culturelle. D'autres jours c'est en baisse, mais je trouve que avoir parlé de livres, de cinéma, de choses comme ça en deuxième partie de soirée, finalement pas très tard, je trouve que c'est une belle initiative du service public. Alors je ne sais pas si ça continuera après, puisque c'est une décision éphémère de confinement, mais je trouve ça plutôt pas mal. Mission de service public, en tout cas, accomplie. Dossier tabou sur M6. On a reçu Bernard de la Villardière hier. Ça concerne les violences envers les policiers et les forces de l'ordre aux racines de la haine. C'est un document qui est assez fort et ils ont réussi un document. Voilà, c'est mon conseil. Et vous, Gilles, c'était à propos de l'hôpital? Oui, absolument. France 5 a passé toute la partie de la première confinement du Covid à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, mardi soir, vous pourrez découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur même de la Pitié-Salpêtrière. Très bien, merci à vous, merci à tous les 4. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant avec tous les 4, non tous les 3, avec 4, c'est avec moi, avec Gérard Collin.